Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple, un podcast à propos de tricot, de filage, de couture et de thé. Merci aux personnes qui sont abonnées au podcast. Merci également aux personnes qui ne sont pas abonnées mais qui viennent régulièrement soit regarder les vidéos, soit écouter les enregistrements audio. Si vous êtes nouveau sur le podcast, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ça vous plaira et que vous reviendrez régulièrement. Donc, je suis Sylvie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tant qu'Une vie toute simple, donc sur Ravelry et sur Instagram. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vous dis, sur Instagram, mon compte est privé. Donc, si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à me demander me faire une demande d'abonnement. Logiquement, il n'y a pas de souci, je vous accepte. Si votre compte est également privé, veuillez faire attention quand même à ce que, je dirais, dans votre profil, il y ait soit un lien vers un blog, ou quelque chose qui m'indique qui vous êtes, ce que vous aimez, ce genre de choses, ou un pseudo Ravelry si vous êtes sur Ravelry, de façon à ce que je puisse savoir un petit peu qui vous êtes avant d'accepter, je dirais, en aveugle comme ça. Quoi d'autre? Oui, il y a un blog également sur lequel vous pourrez retrouver les notes du podcast. Donc l'adresse c'est unevietoutsimple.com. Il y a également un groupe sur Ravelry sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas une grande activité, mais peut-être que ça viendra un de ces jours, on verra bien. Voilà, donc ça c'était pour la présentation habituelle. Je dirais, bon, c'est un peu redondant pour les personnes qui ont l'habitude de venir, mais bon, je me dis s'il y a des nouvelles personnes, faut bien rappeler un petit peu les choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai cité sur le sujet du podcast, c'est-à-dire donc de tricot, de filage, de couture, de thé, et puis je vais faire un petit point sur la fibre que j'ai mis à atteindre il y a 15 jours de ça. Voilà, donc on commence comme d'habitude par la partie tricot. Donc partie tricot, j'ai un en cours. Si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, vous savez que j'avais commencé une étole Joséphine. Cette étole Joséphine, j'ai rencontré pas vraiment des soucis, c'est pas le terme que je peux employer, mais disons que j'ai fait plusieurs erreurs pardon, sur cette étole et ça m'a un petit peu démotivée, j'avais pas trop envie de la continuer. Et la dernière fois, j'hésitais entre soit la mettre de côté, soit la défaire. Et j'ai pris la deuxième option, donc j'ai tout détricoté. Et je ne pense pas la refaire, en tout cas pas tout de suite. Si je la refais, ça sera plus tard. Sans doute pas avec la même laine, parce que j'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire avec la laine que j'avais utilisée. Mais pour l'instant, j'ai remis en plot, si on peut dire. Et elle est mise de côté. Et l'étole, non, j'ai vraiment pris cette décision-là parce que pour moi, tricoter, il faut que je le fasse avec plaisir. En plus, là, c'était à la base prévu pour faire un cadeau. Donc faire un cadeau en tricotant, je dirais, faire un cadeau, non, tricoter quelque chose, je dirais, plus par obligation, entre guillemets, que par plaisir, c'est pas trop ce que j'ai au niveau de ma conception du tricot. Donc je l'ai détricoté. Donc au niveau tricot, il me reste juste mon cardigan Acadia, qui donc est un cadeau, cette fois-ci encore un cadeau pour ma mère, pour son anniversaire. Donc son anniversaire c'est aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. Je l'ai pas fini, il me reste pas grand chose pour le terminer. Je pourrais pas lui offrir aujourd'hui, je vais essayer de me dépêcher et de carburer au maximum pour pouvoir lui offrir dimanche parce que mes parents viennent manger dimanche. Donc au niveau de mon cardigan Acadia, j'ai terminé le devant gauche, voilà,
qui m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que je l'ai recommencé 3 fois. Je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois ou pas, je me souviens plus trop ce que je vous avais dit. Mais je l'ai recommencé 3 fois. La première fois, je m'étais trompée. J'avais oublié une ou deux augmentations au niveau de la manche, donc la manche était plus courte. La deuxième fois, qu'est-ce que j'avais fait la deuxième fois? Ah bah zut, je me souviens plus. Mais il y a une fois où j'étais partie au niveau des diminutions sur une hauteur totale, je ne sais pas pourquoi, de 181 rangs, alors que en fait c'est 171 rangs. Donc évidemment tout ce qui était mes diminutions au niveau de toute la partie bande de l'encolure qui part, pour vous montrer vite fait, comme ça c'est plus facile, qui part donc en biais. Donc évidemment mes diminutions n'étaient plus bonnes et il a fallu que je recommence. Et ça c'était la troisième fois je crois. La deuxième fois je me souviens plus ce que j'avais fait comme erreur. Enfin bon, je l'ai recommencé 3 fois et je ne voulais pas crier victoire tant que je n'avais pas terminé. Et ça y est, le côté gauche est terminé. Là j'en suis au côté droit. Je vais vous montrer. Donc le côté droit. Là il fallait vraiment que je fasse très attention puisqu'il fallait que j'ajoute les boutonnières et donc que je ne suive pas vraiment les explications qui étaient dans avec les instructions, parce que comme j'ai rajouté 5 cm au niveau de la longueur du cardigan, évidemment au niveau des boutonnières je ne pouvais pas tout à fait suivre les indications qui étaient marquées. Et puis j'en ai rajouté une, je crois que sur le modèle il y a 4 boutons et moi j'en ai fait 5 pour que ça monte un petit peu plus, de toute façon et que ça tienne mieux. Enfin je dirais que ma mère va pas aimer quelque chose si ça tombe trop, donc même si je suis pas sûre qu'elle ferme souvent le cardigan, mais j'ai préféré rajouter un bouton de plus, donc une boutonnière de plus. Donc pour ce qui est du cardigan, j'ai presque fini le côté droit. Donc là il me reste au niveau je dirais de la manche à faire les rangs raccourcis. Je dois avoir 4 ou 5 rangs, enfin au double évidemment, aller-retour. Donc ça va faire 8 rangs encore à faire avant de terminer, je dirais, ce côté là. Après il me reste à assembler les différentes parties, les 3 parties, à tricoter la bordure au niveau du col pour le dos. Alors j'ai pas trop compris au niveau des explications, je trouve qu'elles sont pas si claires que ça, pourtant au niveau des commentaires sur Ravelry, tout le monde dit que c'est clair. Bon alors c'est moi qui ai l'esprit un peu embrouillé depuis que je l'ai commencé, j'en sais trop rien. Mais j'ai pas vraiment bien compris au niveau du devant, il parle de bande, alors j'ai pas trop suivi. Du coup pour ce qui est du côté gauche, j'ai laissé une grande marge, je dirais, de fil avant de couper. Pour tout ce qui était la partie haute, j'ai vraiment laissé une bonne partie parce que je ne sais pas si en fait je dois commencer à tricoter juste le haut, je dirais, de la bordure, ou si je vais la tricoter après une fois que je vais avoir assemblé les pièces. Donc je verrai. Ça j'avoue que j'ai pas compris du tout ce qu'il fallait que je fasse. Après, donc comme je vous disais, il me reste donc à assembler, à faire le col, la partie du dos, et à faire au niveau des manches, il y a une petite bordure aussi pour qui rappelle, je dirais, le motif de la bordure de l'encolure, en fait tout ce qui est devant. J'ai toujours pas cherché si c'était du point de blé ou du point de riz. Je ne sais trop rien, je sais pas si vous pouvez.
Mais bon, il y a cette partie-là qui se fait au niveau des manches, donc je vais vraiment tout faire pour pouvoir le terminer pour dimanche, pour pouvoir l'offrir à ma mère. Je voudrais bien pouvoir, enfin qu'elle l'ait. Bon, c'est pas vraiment un pull, enfin un cardigan de saison, c'est plus quelque chose pour cet automne ou cet hiver, mais au moins j'aurai son cadeau à lui offrir. Et bon, j'ai autre chose, hein, je vous l'avais dit je crois la dernière fois, j'irai un petit cadeau bonus, on va dire ça comme ça, de façon à pas me retrouver avec rien du tout si vraiment j'ai pas terminé de le faire. Si je l'ai terminé pour dimanche, malheureusement je pense que je pourrais pas vous le montrer dans le prochain épisode puisque je l'aurai offert à ma mère. Si par chance je l'ai terminé demain, je vais tout faire pour le tricoter cet après-midi, profiter. J'avais prévu de faire autre chose, mais bon, je vais tellement arriver à pouvoir le finir. J'enregistrerai un petit quelque chose pour pouvoir vous le montrer vite fait et puis j'insérerai ça dans le prochain épisode du podcast. Sinon, je vous montrerai juste une photo et puis ça sera déjà ça. Moi, vous aurez une petite idée de ce que ça donne. J'espère que ça ira au niveau de la taille. J'ai pas vraiment regardé et puis tant que c'est pas cousu, enfin tant que c'est pas assemblé, on peut pas, enfin je peux pas vraiment juger. C'est quelque chose qui se détend, je dirais. C'est du point mousse, donc c'est assez souple. Je dirais qu'au pire, on pourra toujours le bloquer après, peut-être à sa taille. Parce que bon, je vais pas le bloquer avant puisque je ne sais pas trop au niveau de la taille si ça va ou pas. Donc ça m'embête de le bloquer avant. Puis bon, c'est pas forcément obligé de le bloquer non plus. On verra bien comment les choses se présentent, on va dire. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est, enfin pour la partie tricot, puisque bon, je me retrouve juste avec un en cours. J'ai vraiment hâte de le terminer, pas parce que j'en ai marre de le tricoter, ça va super vite, je peux le tricoter en faisant autre chose. Je vois hier après-midi, j'ai tricoté un bon moment dessus. J'ai tricoté dessus hier matin, j'ai pris mon tricot et puis je suis allée m'installer sur un banc. J'avais pris un livre audio et je pouvais l'écouter et vraiment me concentrer sur ce que j'écoutais et pas sur ce que j'étais en train de tricoter parce que ça avance tout seul, quoi. Franchement c'est super simple à faire. Et puis après je sais pas ce que je vais faire, quelque chose pour moi, ça c'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que ce sera? J'en sais trop rien encore, j'hésite. Peut-être le water lily. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Il y a un gilet qui me plaît bien. Bon, faut que je l'achète parce que j'ai pas encore acheté le modèle. C'est le... Ah, comment il s'appelle? Itofu ou quelque chose comme ça. Un nom un peu bizarre sur Ravelry. Et donc je verrai. Peut-être. J'ai quand même envie le water lily. Enfin, quelque chose qui puisse avancer rapidement, que je me prenne pas trop la tête avec. Et on verra. Je vous en parlerai la prochaine fois. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc ça, c'était pour la partie tricot. Maintenant, la partie filage. Donc la dernière fois, je vous avais montré sur bobine ma fibre violette. Violette, lilas, c'est plus lilas en fait, au niveau de la couleur c'est plus lilas. Donc elle était sur bobine et je l'avais pas encore retordu. J'avais prévu de le faire en rotor Navarro. Je l'ai fait peut-être après l'enregistrement du podcast ou le lendemain, je sais plus. Enfin c'est fait. Voilà mon mini écheveau, donc qui pèse 14 grammes et j'en ai 30 mètres. C'est pas mal quand même pour un petit truc, je trouve un petit truc comme ça. Donc c'est du rotor Navarro. Donc le rotor Navarro, c'est en fait, ça fait une chaînette. Donc vous prenez votre fil, vous faites une boucle, vous rattrapez une autre
enfin une partie du fil à l'intérieur pour la sortir comme un point de chaînette pour les gens qui connaissent un petit peu, je dirais, la broderie traditionnelle. Et en même temps, vous avez soit sur le rouet, soit sur le fuseau, ça tourne, donc votre fibre, elle se tourne sur elle-même. Et au fur et à mesure, vous attrapez comme ça votre fibre dans la chaîne qui est formée, dans la petite boucle qui est formée. Donc je trouve que ça rend bien, que c'est pas trop fou. Voilà, essayez de vous le mettre en flou. Voilà. Donc j'ai réussi à faire quelque chose d'assez régulier, d'assez fin. Je pense que ça doit être du fingering, ou si ça en est pas, je dois pas en être très loin. Bon, il y a des côtés qui sont un petit peu plus fins que d'autres, mais je suis vraiment super contente du résultat. Je trouve que c'est quand même bien régulier, et on vient très vite accro, je dirais, au rotor Navarro. Et c'est franchement pas... Ça fait peur quand on entend parler du rotor Navarro, mais parce qu'on ne comprend pas trop. Moi, je sais qu'au début, je comprenais pas du tout comment il fallait faire. Je m'étais pas encore penchée, je dirais, sur les vidéos. Et il faut vraiment regarder les vidéos pour arriver à comprendre comment on fait les choses. Mais bon, je me suis rendu compte que je m'en faisais tout un monde par rapport à ce que c'était. C'est pas si compliqué que ça à faire. Et vraiment, je trouve que le rendu est super. Ce qui est très bien avec le rotor Navarro, c'est que ça vous permet, quand vous avez, je dirais, un fil gradient ou que les couleurs changent progressivement, par exemple, vous avez du bleu plus foncé et vous allez vers le bleu plus clair. Le rotor Navarro permet de garder justement cette continuité au niveau des couleurs. Vous n'avez pas quelque chose de mélangé comme ça pourrait se produire si vous preniez, je dirais, 3 fils différents, puisque le rotor Navarro c'est un 3 brins. Si vous prenez 3 fils différents, vous n'allez pas forcément tomber au même moment sur 3 fois la même couleur, alors que le rotor Navarro, il n'y a pas de souci puisque le fil est tordu sur lui-même. Voilà, ça c'était pour mon petit écheveau. Je ne sais pas quelle laine c'est. Finalement, c'est assez doux quand même. Ça doit être du Merino, je crois. Ça faisait partie de mes blending box, enfin de ma blending box de Cantes Blaze. Donc, on n'a aucune idée en fait dedans de ce qu'il peut y avoir comme fibre. Mais c'était sympa à faire. Donc, filet sur fuseau et retordu sur le rouet. Après, j'ai attaqué, je n'en avais pas parlé la dernière fois, non. La fibre que j'avais acheté chez Sarah's Texture Craft. Oui. Donc la fibre s'appelle Raspberry Chocolate, donc framboise chocolat. Et c'est du 100% mérinos. Ouais. Donc j'ai essayé, je l'ai filé sur le rouet. J'ai réussi à obtenir 2 bobines d'un fil pas super fin, mais assez fin, on va dire. J'aurais voulu avoir quelque chose de plus fin encore, mais il faut que j'y aille progressivement. Ça viendra au fur et à mesure. Et donc j'avais 2 bobines, à peu près de 50 grammes chacune. Exactement 49 pour une et 51 pour l'autre. Et j'ai hésité à faire un rotor Navarro ou pas. Et on m'a plutôt conseillé le 2 brins pour me permettre d'avoir une plus grande longueur de fil. Donc c'est ce que j'ai fait et voici ce que j'ai obtenu. Alors je vais essayer pareil de reprendre en manuel. Ouais, c'est que ça soit pas flou. Voilà, ça n'a pas l'air mal ça. Là. Donc les couleurs, oui, sont à peu près ça, un petit peu plus pourpre, je dirais en vrai, que ce que vous pouvez voir sur l'écran. Donc il y a un mélange de marron très foncé, là vous voyez tout en bas, donc le fameux chocolat, et le restant c'est la framboise. Donc j'ai réussi, je sais pas combien j'ai au niveau métrage, je l'ai pas encore mis sur le mandrin pour pouvoir le mettre en écheveau après.
Je vais le faire dans la foulée, je pense. Au niveau de la grosseur du fil, d'après ce que j'ai pu mesurer, j'ai obtenu un fil sport, ce qui est pas mal. Ça veut dire que je m'approche tout doucement du fingering, ce que j'essaie de viser, on va dire, au maximum. Et je dois en avoir pratiquement 100 grammes. Donc j'espère avoir une bonne longueur. Je sais pas ce que j'en ferai, ça va dépendre de ce que j'obtiens au niveau du métrage. Mais je trouve que c'est assez sympa. Bon, il n'est pas forcément super régulier partout, mais c'est, j'irais, le charme, on va dire, du fil filé à la main. Donc, vous voyez, il n'est pas forcément toujours très régulier. Il y a des parties un petit peu plus épaisses que d'autres. Il est peut-être pas non plus assez retordu, je sais pas. Ça a l'air de bien tenir pourtant. Bon, une fois qu'il sera mis en écheveau, qu'il aura été entre guillemets bloqué, je dirais, une fois qu'il sera sec, on verra ce que ça donne. Mais je suis contente de ce que j'ai fait, je suis vraiment contente du résultat. Et puis, ce qui est bien, c'est que vraiment, j'arrive beaucoup mieux maintenant à maîtriser et à me servir du rouet, alors que c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant. J'arrive à peu près à bien doser maintenant au niveau du serrage du frein. Donc, je trouve ça sympa et je suis contente de moi. Faut que je le dise, ça y est, je suis contente de moi et j'espère que ça sera pareil pour la suite. Je vous ai pas amené ce que j'avais en cours là parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, donc j'ai peur après que ça s'éternise trop. Je vous en parlerai la prochaine fois. Parce que déjà, bon, j'ai un petit peu plus de mal avec ce que je suis en train de filer. Je vous en dis deux mots comme ça vite fait. Je crois que j'ai visé un petit peu trop haut par rapport à mon niveau et que faut dire aussi que je suis pas encore assez comment dire, pas experte, c'est pas le mot. Je débute en filage et je connais pas vraiment bien les différentes fibres et là le mélange que j'ai pris, que j'avais acheté sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, enfin si je savais ce qu'il y avait dedans mais sans savoir les différences entre les différentes fibres, je l'ai acheté vraiment parce qu'il me plaisait, parce que je trouvais la couleur très jolie et tout. Et j'ai commencé à le filer au fuseau et c'est une fibre qui glisse énormément. Il y a des morceaux qui sont, enfin des fibres qui sont plus longues les unes que les autres. Et c'est vraiment la galère complète à filer. Donc j'ai 6 petites balles grosses comme ça, d'à peu près 20 grammes chacune. J'en ai filé une sur le fuseau et le fuseau est tombé 3-4 fois. J'arrivais pas à lier les nouvelles fibres à ce que j'avais, enfin aux fibres qui étaient déjà sur le fuseau. Enfin bref, c'était complètement la galère. Donc j'ai réussi à finir ce que j'avais filé sur le fuseau. Je l'ai transféré sur bobine, je l'ai repassé dans le rouet, histoire d'essayer de voir si je pouvais pas retordre un petit peu ce qui me semblait un peu léger à certains endroits. Et je vais continuer plus sur le rouet que sur le fuseau parce que j'ai tendance à surtordre, on va dire, sur le rouet par rapport au fuseau. Et c'est peut-être ce qui convient mieux à cette fibre. Donc on verra. Je pense que la prochaine fois, parce que là il me reste une semaine de vacances, donc je voudrais absolument essayer de finir, ou au moins d'avancer au maximum de cette fibre au cours de cette dernière semaine. Et donc avec le prochain enregistrement, on va dire dans 15 jours à peu près, j'espère pouvoir au moins vous montrer sur bobine ce que ça donne, ou peut-être même sur directement un écheveau, on verra bien. Mais il faut vraiment que j'avance sur cette fibre pendant cette dernière semaine de vacances. Voilà, donc ça c'était pour la partie filage et je me rends compte que je suis déjà à 25 minutes d'enregistrement. Il faut que j'accélère si je veux pas faire trop long. Donc, petit point sur ma teinture. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que en fait je suis
dans une partie un peu plus sombre. Enfin, pas plus sombre, mais je suis dans un recoin et au niveau des couleurs, c'est pas top. Peut-être là. Et vous avez le reflet de l'ordinateur dedans. Pas facile de vous montrer quelque chose. Je mettrai une photo, j'ai fait une photo. Ah, là c'est mieux. Sur le. Enfin, j'ai fait une photo et je la mettrai sur le blog, vous verrez, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on en est à pratiquement à la fin de la 3e semaine. Donc, il n'y a pas eu autant de soleil qu'au mois de juin, ce qui est un petit peu dommage. Il a fait chaud, les températures au mois de juillet, enfin ici, ont été un peu bizarres, c'était un peu orageux. Enfin, c'était pas aussi ensoleillé, je dirais, qu'au mois de juillet, ce qui est un petit peu. Donc, au mois de juin, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est un peu dommage, donc j'ai fait comme j'ai pu. Je vais le laisser, si je peux, encore tout le mois d'août. On verra bien combien de temps je le laisse. Donc, en bas, vous avez toute une partie donc verte, qui est la bruyère. Après, vous avez un dégradé mauve et ça tire vers le rose. Et avec le rose plus on remonte vers l'hibiscus, plus le rose est, je dirais, soutenu. Il y a des parties mauves, il y a des parties un peu violettes, je dirais, en transition entre les deux qui. C'est dommage, on ne voit pas sur la vidéo. Je pense que ça va être quelque chose qui va être assez sympa. J'ai vraiment hâte de le sortir de son pot pour voir ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je le fais et puis j'avoue que je suis toute excitée comme une puce, on va dire. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la fibre en elle-même. J'espère que ça va tenir. Il n'y a rien indiqué au niveau des instructions, mais je pense que je vais après le faire tremper dans un bain de vinaigre. Enfin, vous savez, l'eau vinaigrée, ce qu'il faut pour éviter que les couleurs dégorgent trop. Parce que j'aimerais bien que ça tienne. Les couleurs ont l'air d'être franchement sympas. Et on verra après. Peut-être que je me lancerai dans une autre teinture maison, on verra bien. Mais ça, bon, je voulais vraiment tester ce petit truc. Et c'est sympa à faire. On verra le résultat. Peut-être que ça vous donnera envie de tester, enfin d'essayer aussi selon ce que j'ai obtenu au final. On verra bien. Voilà. Donc, on arrive à la partie couture. C'est ce que j'ai fait le plus pendant ces 15 jours-là. Et j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai 3 projets terminés. Et j'en ai profité parce que en gros, il n'y a que pendant les vacances que j'arrive vraiment à bien avancer au niveau couture. Parce que contrairement au tricot où ça ne me dérange pas de prendre un petit peu tous les jours comme ça, tricoter tous les soirs, ce genre de choses. En couture, j'aime bien commencer un projet et le finir dans la foulée, pas forcément en 2 jours, parce que ça dépend du projet, mais si vous voulez, si je commence par exemple, je sais pas, le projet le samedi, j'aime bien que ça soit terminé le dimanche, parce que si je le termine pas le dimanche, ça veut dire qu'il faut que je le laisse en attente jusqu'au week-end d'après, et j'ai pas envie. Je sais pas expliquer pourquoi, pas parce que j'ai envie que ça soit terminé tout de suite, mais je sais pas, c'est pas pareil que le tricot. En couture, ça peut aller beaucoup plus vite, je trouve, qu'en tricot. En tricot, là, le cardigan pour ma mère, ça fait une plombe que je suis dessus. En couture, ça peut être terminé, allez, selon le modèle, on va dire entre le moment où vous commencez à décalquer le patron, après, on va partir de là. Décalquer le patron ou découper, enfin assembler et découper les pièces si c'est du PDF, jusqu'à ce que vous ayez terminé ce que vous faites. Si c'est un vêtement, allez, en grand maxi, en une semaine, vous pouvez avoir terminé. Sauf si c'est un manteau, évidemment, ou quelque chose qui demande énormément de travail, mais en peu de temps, ça peut être terminé. Et c'est pour ça que j'ai pas envie quand je commence quelque chose en couture, de le mettre de côté, parce que en plus en couture, je sais quand je suis partie sur ma lancée, j'ai pas envie d'arrêter. Ça m'est arrivé de terminer le soir à 8h30 et de me dire bon, j'arrête parce qu'il faut peut-être que j'arrive à manger quand même, mais parce que je voulais absolument finir ce que j'étais en train de faire.
Et ça, c'est comme ça que je fonctionne quand je fais de la couture. Donc c'est pour ça, quand je peux coudre plusieurs jours d'affilée comme ça, je le fais. Et c'est, en gros, c'est quand je suis en vacances que je couds vraiment le plus. Donc, je vous montre mes projets peut-être parce que j'ai terminé. Alors, pourquoi faire compliqué quand on a fait simple jusqu'ici? J'ai fait 2 nouvelles jupes Ginger parce que je vous avais dit que c'est un modèle que j'aimais bien au niveau de la coupe. C'est un modèle qui est assez simple à faire et j'avais du tissu qui pouvait aller pour. Donc voici ma deuxième jupe Ginger. Donc, un tissu que j'avais acheté l'année dernière chez Mondial Tissu. Donc une petite jupe bleu chambré, je dirais. C'est du coton, hein, c'est 100% coton, avec des petits motifs blancs et bleu un peu plus foncé dessus. C'est pas vraiment des pois, c'est je décris hein, pour les gens qui ont la version audio. Ça ferait, je sais pas comment expliquer. Ça fait des petits motifs un peu carrés, mais enfin ça fait comme un damier, une sorte de damier, mais c'est pas du pied de poule, hein, c'est pas du pied de poule, c'est pas du pied de coq. Je vous invite après, une fois de plus, à retourner sur le blog pour voir les photos. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment fait du simple. Fermeture, si je vais vous expliquer après pour la fermeture. Donc fermeture invisible au dos. Et donc à l'intérieur, hein, pour la parmenture, j'ai repris exactement le même tissu. J'ai pas fait comme pour la précédente où j'avais repris un tissu différent. J'ai vraiment fait au plus simple. Donc faut que je vous dise, cette jupe là, je suis contente derrière, j'ai bien aussi encore aligné ma bordure au niveau de la parmenture, enfin de la ceinture. Donc cette jupe là, j'aurais pu la terminer en une journée si je n'avais pas rencontré des gros soucis au niveau de la fermeture éclair. Parce que je m'y suis repris à 3 fois pour faire la fermeture éclair, alors que sur la précédente, en une fois, paf, elle était bouclée. Et au bout du compte, j'ai été obligée de changer de fermeture éclair parce que j'ai bousillé la fermeture éclair. Je pense que les soucis que j'ai rencontrés la première fois quand je l'ai posée viennent de la fermeture éclair en elle-même. Je l'avais bien testé avant. Et quand j'ai posé donc le premier côté, il n'y a pas eu de souci. J'ai posé le deuxième côté, nickel. Sauf que quand j'ai voulu la fermer, j'ai bloqué, on va dire, sur le bas, à peu près à 5 cm du bas. Je ne pouvais plus la monter. Donc je me suis dit que c'est parce que j'avais sans doute cousu trop au bord la fermeture éclair. Donc j'ai défait. J'ai recommencé une deuxième fois. Et rebelote, j'arrivais pas à la fermer. J'ai redéfait complètement la fermeture éclair, je l'ai montée, ça accrochait un peu, mais je me suis dit qu'à force j'avais peut-être un petit peu abîmé, je dirais, les dents de la fermeture, mais ça montait. Donc j'ai redéfait, j'ai refait 2-3 fois voir la fermeture si elle fonctionnait bien. Et ça fonctionnait, donc je suis repartie sur une troisième fois, refaire ma fermeture, remonter ma fermeture éclair. Et en la remontant la troisième fois, une fois qu'elle était montée, quand j'ai voulu tester la fermeture éclair, elle est bien montée et elle s'est ouverte au milieu. Jusqu'à arriver je dirais à peu près 6-7 cm du haut, où là, elle ne voulait plus du tout rien savoir, donc je ne pouvais plus la bouger. Et donc, j'ai pas voulu tenter plus sur cette fermeture éclair là, parce que je me suis dit que si déjà comme ça, elle s'ouvrait, enfin elle était presque déjà bousillée, on va dire. Une fois que j'aurais fini la jupe, si je me retrouvais à avoir une fermeture éclair qui ne fonctionnait pas, ou qui, une fois fermée, s'ouvrait, c'était peut-être pas l'idéal non plus et que j'allais pas recommencer une fois que tout allait être terminé. Donc du coup j'ai changé la fermeture éclair qui finalement ne donne pas trop mal, et cette fois-ci je ne l'ai pas repassée.
si vous faites de la couture, vous savez que pour monter les fermetures éclairs, on conseille de repasser la fermeture de façon à pouvoir remonter un peu les dents pour pouvoir piquer le plus près possible de la couture, je dirais officielle, la couture qui est déjà à la base sur la fermeture. Et je pense, quand je l'ai repassé sur l'ancienne fermeture éclair, que mon fer était peut-être un petit peu trop chaud, et comme les dents sont en plastique, ça a peut-être joué un petit peu sur les dents, et sans vraiment les faire fondre, mais enfin il y a eu quelque chose, je pense, à ce niveau-là. Du coup, pour cette fermeture éclair là, je ne l'ai pas du tout repassé, et c'est passé nickel. Donc, est-ce que vraiment c'était une coïncidence? Est-ce qu'il y a eu un souci dès le départ avec la fermeture éclair qui n'était peut-être pas idéale? J'en sais trop rien, mais bon, là je l'ai pas repassé et je l'ai monté du premier coup. Donc maintenant, pour mes fermetures éclair invisibles, je crois que je vais pas les repasser, sauf si... Je suis pas sûre que ça existe, les fermetures invisibles en métal. J'en sais trop rien. Je sais pas. Enfin bref, je vais éviter maintenant de les repasser. Donc ça, c'est pour le premier projet couture. Deuxième projet couture. Une troisième jupe Ginger. Quand je vous disais que j'étais devenue accro à ce modèle. C'est vrai, quoi. Super simple à faire. Je vous le recommande si vraiment vous voulez débuter en couture. Mis à part la fermeture éclair, je dirais invisible, mais vous pouvez la mettre une fermeture éclair visible. C'est ce que j'ai fait pour ce modèle là, parce que j'avais pas de fermeture éclair de la bonne couleur. C'est vraiment, je dirais, la seule chose qui pourrait être un peu difficile pour une personne qui débute en couture, mais la coupe est super sympa. Ça dépend de votre morphologie aussi, mais si vous avez une taille fine avec un petit peu de hanche, faut pas non plus avoir, faut pas être un super sablier, faut pas être comme ça et pas partir, j'irai au niveau des hanches, mais enfin, en ce qui me concerne, au niveau de la morphologie, c'est vraiment quelque chose qui me convient et je la trouve simple. Après, vous pouvez toujours, si vous la faites, enfin, au niveau de l'ajustement, au niveau des différentes tailles, hein, bon, après, si vous avez une taille, je sais pas, si vous faites au niveau de la taille du 40 et puis du 44 au niveau des hanches, effectivement, c'est peut-être pas un modèle qui est adapté pour vous. Faut peut-être plus aller voir vers Direndo, qui prend plus avec des hanches, je dirais, plus larges, on va dire, que ce modèle-là, mais je pense que c'est un coup que vous pouvez tenter. Donc pour ma troisième Ginger, c'est dommage, vous voyez pas bien la couleur. Ah, c'est tout flou. En fait, c'est un bleu canard, et pas un bleu, je sais pas comment, hein, comme que ça peut montrer. Et je me suis servi de l'envers du tissu. Parce que, comme pour la première que j'ai cousue, c'est un coton gratté. Mais je trouvais qu'elle était plus sympa sur l'envers, avec le côté doux, que sur l'endroit qui faisait côté plus... Enfin, qui faisait moins joli. Au niveau de la couleur, ça faisait moins joli, ça rendait moins. Donc du coup, j'ai utilisé l'envers pour faire l'endroit de ma jupe. Donc pareil, au niveau de l'intérieur, j'ai fait la parmenture, donc de la même couleur que mon tissu. J'ai fait les coutures un tout petit peu moins large au niveau des marges, parce que le tissu est quand même plus épais que ce que j'avais fait pour les deux autres, et du coup comme elle est ajustée, je voulais pas que ça soit trop serré non plus, ça soit pas, que ça fasse pas moche. Et au niveau de la fermeture éclair, bah, c'est une fermeture éclair visible, donc là j'ai pas eu de soucis, pas eu de soucis. À chaque fois que depuis que je sais maintenant poser des fermetures éclair invisibles, je ne pose que des fermetures éclair invisibles, et je ne savais plus comment poser une fermeture éclair normale, on va dire. Du coup, j'étais obligée de rechercher dans mes bouquins de couture pour savoir comment on faisait. Un truc complètement bête. J'irais les bases qui étaient pouf parties comme ça.
Donc je suis pas mécontente de ma fermeture parce qu'elle se voit pas trop, même si la couleur n'était pas forcément super au niveau de par rapport à la couleur de mon tissu, elle n'était pas exactement la même, mais vu la couleur du tissu, c'était hyper difficile de trouver une fermeture éclair qui soit de la même couleur. C'est dommage. Vous avez l'impression sur l'image qu'elle est bleue, bleu vachement foncé, alors qu'en fait c'est un très très joli bleu canard. Et j'ai pas réussi non plus à la prendre en photo en montrant la vraie couleur. Je vais essayer avec mon réflexe. Peut-être que j'arriverai à avoir des couleurs un petit peu plus parlantes et un petit peu plus proches, je dirais, de la réalité. Donc, ma troisième Ginger, qui à mon avis ne sera pas la dernière, parce que vraiment c'est un modèle que j'adore. J'ai encore du tissu qui pourrait faire de très jolis Ginger avec, mais peut-être faire autre chose entre deux, pas faire que des Ginger quand même. Sinon, je vais devenir la pro de la jupe Ginger. Donc, après cette troisième jupe Ginger, je suis passée à autre chose. Toujours du même créateur, donc Colette Pattern, pour ce qui est de la Ginger. Et j'ai attaqué la robe Dahlia. Donc, la robe Dahlia, c'est un des derniers modèles qui est sorti au niveau de la boutique. Donc c'est une robe avec des manches raglan, donc manches qui arrivent au coude, on va dire. Il y a deux versions, une avec les manches, enfin avec des manches, et une à bretelles, avec deux versions aussi au niveau de la jupe, partie jupe. Donc une version, je dirais, un peu plus droite avec une fente derrière qui est en général rattachée à la version 1. Version 1 qui est présentée sur le site avec un tissu à carreaux qui est absolument génial et qui peut être fait dans un tissu un peu plus épais et complètement doublé, je dirais, pour l'hiver. Et donc la deuxième version, donc celle qui est à bretelles, la jupe est faite en 6 pans au lieu de 4 pans pour l'autre. Et donc en ce qui me concerne, j'ai fait le haut version 1, c'est-à-dire avec les manches au coude, et la version 2 pour la jupe parce que je trouvais que c'était plus sympa et que j'avais pas du tout envie d'avoir une robe avec une robe fondue derrière. Ça allait pas. Donc au niveau du tissu, j'ai pris de la popeline verte avec des petites fleurs blanches et avec le cœur fuchsia. C'est un tissu que j'avais choisi pour faire la robe Anna. Et vu les soucis que j'ai rencontrés l'année dernière pour la faire, la robe Anna, pour l'instant, je l'ai mise complètement de côté parce que si je veux la faire, il faut que je la reprenne complètement au niveau du buste, au niveau du dos, parce que sur la toile, heureusement que j'avais fait une toile et un tissu tout moche, hein, vraiment un truc horrible. Au niveau du bas du dos, ça allait, mais au niveau du haut, je crois que j'avais 4 cm en trop au niveau de tout ce qui est la partie, enfin l'encolure là. Et donc ça baillait comme pas possible. Et si un jour je la fais, il faut vraiment que je reprenne tout, que je fasse une toile juste pour, je dirais, le haut et voir ce que ça donne. Parce que tel que le patron est comme ça, je ne pourrais absolument pas la porter, ça sera vraiment horrible, très moche. Donc, j'avais acheté plein de tissus différents pour faire plein de Anna Dress avec des modèles différents, parce que la Anna, elle a une encolure en V, vous pouvez la faire aussi en encolure plus bateau. Et j'avais plein de tissus qui pouvaient faire des jolies robes Anna. Et du coup, il fallait que je trouve... j'ai pioché, je dirais, dans mes tissus pour pouvoir faire ma Dahlia. Et donc, j'ai choisi ceci. Et voici la Dahlia. Donc, la Dahlia, c'est une robe, comme je vous disais, avec des manches raglan, une taille bien ajustée
et puis une jupe en dessous, quoi. Donc, en 6 pans, comme je vous expliquais tout à l'heure, et avec une fermeture éclair sur le côté. La dahlia se ferme sur le côté, sous le bras. C'est un modèle qui est considéré pour débutants. Elle n'est pas si simple que ça. Débutant, oui, mais qui connaît un petit peu la couture, je dirais, notamment déjà pour faire la fermeture éclair sous le bras. C'est la première fois que j'en posais une à cet endroit-là. C'est pas compliqué, mais il faut vraiment savoir déjà poser, je dirais, la fermeture éclair invisible, sinon vous allez bricoler. Après, j'ai rencontré quelques petites difficultés au niveau des manches raglan, parce qu'en fait, elles sont pas droites, c'est pas du biais complet, elles sont légèrement courbes. Et pour ajuster les deux morceaux, enfin les différents morceaux ensemble, il faut vraiment faire attention. Et c'est pas un modèle débutant pour vraiment débutant, quelqu'un qui débute en couture. Il faut connaître des bases en couture. Après, vous avez toute la partie biais à rajouter. Donc, il faut réussir. Bon, c'est clair, c'est bien expliqué sur le site. Il y a un sous long dessus. Donc, en fait, c'est comme. Enfin, vous avez toutes les démarches qui sont faites les unes après les autres. Vous avez des photos, c'est en anglais évidemment, mais les photos sont vraiment bien parlantes. Et ça vous explique bien comment, les différentes étapes. Mais c'est un débutant plus, je dirais. Après, vous avez aussi les pinces. Enfin, les pinces, aussi, il y a deux pinces dans le dos. Et puis, vous avez des fronces devant, sous la poitrine, pour resserrer un petit peu. Est-ce qu'il y avait la deuxième ? Et puis vous en avez au niveau de l'encolure aussi, parce que sinon ça baille énormément. Donc il y a vraiment cette partie-là. Moi je l'ai faite en taille 6, qui doit correspondre à je savais pas déjà la dernière fois, comme j'ai fait en fait les ginger, comme j'ai fait la robe que je porte là, qui est je vais me lever, ça va être plus facile. C'est toujours chez Colette Pattern, c'est la Hawthorne, donc que j'avais fait en modèle sans manche, donc petit modèle simple, qui est ajusté au niveau de la taille, mais j'ai de la marge à ce niveau-là. Et donc je l'ai faite en taille 6 aussi. Donc la dahlia, je l'ai faite en taille 6, sauf que j'ai eu énormément peur au niveau du buste. J'ai cru que je n'allais pas pouvoir fermer la fermeture éclair en fait. Quand j'ai fait mon essai buste, donc j'ai pas pu la mettre sur... J'ai un mannequin de couture. J'ai pas pu la mettre sur le mannequin de couture parce que je sais pas si vous en avez, pour les gens qui font de la couture, si vous avez un mannequin de couture, c'est extrêmement difficile de régler le mannequin à ses mesures. Je peux régler la poitrine, la taille et les hanches, sauf que quand vous bougez les molettes pour régler par exemple les hanches, ça joue en même temps sur la taille. Si vous bougez pour la taille, ça va jouer au niveau de la poitrine. Donc j'ai au niveau de poitrine et taille, je vais la même taille, on va dire, enfin sur le même gabarit, sur la même échelle, on va prendre. Mais au niveau des hanches, j'ai l'échelle au-dessus. Ce qui fait que j'ai toujours des soucis à ce niveau-là quand je veux faire quelque chose. En général, au niveau des hanches, il faut que je prenne la taille qui est juste au-dessus. Sinon, ça serre un petit peu trop. J'ai un petit ventre rond aussi. Et ça tend trop à cet endroit-là et c'est pas beau du tout. Mais quand j'ai regardé sur le patron de la dahlia, au niveau des mensurations, ça correspondait, mais franchement, pile poil à mes propres mensurations. Donc j'ai dit, bon, j'y vais les yeux fermés, je prends la taille 6 comme j'ai fait pour la jupe, enfin pour les jupes et pour la robe, parce que ça passe bien, quoi. Et donc, j'ai commencé à coudre la partie haute, donc le buste, et on assemble, je dirais, toute cette partie-là, et on laisse de côté au début
tout le côté gauche, puisqu'il y aura la fermeture éclair qui sera installée. Donc j'avais assemblé mes parties et je dis bon, je vais quand même regarder ce que ça donne sur moi, et en épinglant juste comme ça quoi. Enfin en épinglant, j'ai pas épinglé avant parce que sinon je pouvais pas la passer de toute façon, puisque à cause de la fermeture éclair. Mais j'avais mis les épingles à l'endroit où devait être la fermeture éclair. Et quand je l'ai essayé, et ben, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être un petit peu de difficulté pour que ça ferme. J'ai quand même assemblé la jupe, et puis j'ai fermé comme c'était préconisé, donc sur le côté gauche, la manche et 2-3 cm sous le bras, pour en prévision de poser la fermeture éclair. Et là, je l'ai enfilé, je l'ai pas mise sur le mannequin parce que, comme je vous disais, en général au niveau poitrine ça passe pas quand je mets des choses ajustées sur le mannequin. La robe là elle est passée. Il y a un chemisier que j'ai fait que j'ai jamais pu passer sur le mannequin, et moi il me va super bien. Si c'est trop ajusté, on va dire que sur le mannequin je peux pas le mettre, sauf s'il y a des boutons. Là il y avait une fermeture éclair, mais je dis si ça tire trop je vais tout bousiller, donc c'est pas la peine. Donc je l'ai passé sur moi et j'ai épinglé du mieux que j'ai pu, et je me suis rendu compte que sous les bras à ce niveau là je fermais pas. Donc là c'était horreur. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas tout redéfaire parce que même s'il me reste du tissu, j'en aurai jamais assez pour refaire la robe. Donc je me suis dit que j'allais rajouter une bande juste à ce niveau là pour l'emplacement de la fermeture éclair, et puis repartir après normalement, enfin en biais au niveau des hanches. Donc j'avais assemblé la bande, et puis je me suis pris la tête pendant, allez, 1 heure et demie pour réussir à voir comment j'allais assembler sous le bras au niveau de la manche, parce que bah, évidemment au niveau de la manche il manquait 2 cm et demi, je dirais presque de chaque côté, 2 cm et demi, marge de couture inclus, on va dire. Et je savais pas du tout comment j'allais faire. Je me suis pris la tête. Je vous dis, j'ai passé 1 heure et demie à chercher comment j'allais faire, sans trouver de solution. Parce qu'il aurait vraiment fallu que je retaille une manche, mais en taille au-dessus, et c'était pas jouable parce que après, au niveau de la partie buste, le devant et le dos du buste, ça allait plus. Ça n'aurait pas du tout été à ce niveau, au niveau de la manche. Donc je savais pas trop comment faire. Et je me suis dit que j'allais me servir de ces 2 bandes que j'avais rajoutées pour faire comme si c'était la fermeture éclair. Vous arrivez à suivre là. Donc en fait j'ai fermé les 2 bouts en me disant que c'était hop la fermeture éclair, et je l'ai passé pour voir si, parce qu'avec les marges de couture ça me faisait la marge de couture comme si j'avais ajouté la fermeture éclair. Et là au miracle ça passait finalement. Donc j'ai enlevé les 2 bandes et j'ai fait la couture, enfin j'ai ajouté la fermeture éclair comme si de rien n'était. Donc je la ferme, elle passe, impeccable. Elle est vraiment bien ajustée. Disons que c'est une robe qu'il ne faut pas que je mette si je fais un gueuleton et que je mange trop, parce que si je mange trop, j'ai peur d'être vraiment trop serrée et que éventuellement que la fermeture éclair craque. Ça peut être le risque. Je me dis que si je la refais, peut-être que je la ferai en taille 8, quitte à certains endroits à faire une marge de couture un petit peu plus grande, parce que j'ai peur après, si je fais la taille 8, que au niveau de l'encolure ça soit trop grand, et que je sois obligée de faire des fronces au niveau du dos aussi. Là j'en ai pas fait, j'avais un peu peur, je pensais que j'allais être obligée d'en faire, mais finalement non, ça s'est bien passé comme ça. Donc je sais pas, peut-être faudra que je la réessaie peut-être dans un tissu qui me plaît moins bien, on va dire, pour voir au niveau taille 8 ce que ça donne. Mais bon, tout ça pour vous dire que si un jour vous décidez de faire la robe d'Alia,
Faites très très attention au niveau de la taille parce qu'elle est hyper ajustée. C'est la première fois que ça m'arrive et vous voyez, hein, sur la Hawthorne, j'ai de la marge quand même. Et là, pas du tout. Donc, elle est super. C'est un super modèle. Pas pour vrais débutants, on va dire. Et faire vraiment attention à la façon dont elle est au niveau enfin, à l'ajustement. Si vous voulez la faire, je vous conseille de faire une toile avant. Un coton basique que vous aurez acheté vraiment à bas prix, je dirais, dans le commerce. Si vous voulez faire une version plus hivernale, doublée, là faites une taille au-dessus, voire peut-être même deux, parce qu'avec l'épaisseur de la doublure, vous serez trop serré, vous ne pourrez pas le mettre. Ou alors il faut vraiment se situer, je dirais, au niveau de la taille, dans la partie basse. Enfin, je ne sais plus comment c'est marqué au niveau. Il faut. Si vous prenez la taille 4, ça va jusqu'à je sais plus combien au niveau buste par exemple, et si vous prenez la taille 6, ça va à un autre truc. Si vous vous situez dans la partie limite entre les deux, ou je vous dis n'importe quoi, on va prendre, je sais pas, 34 pour la taille 4 et 36 pour la taille 6. Si vous vous situez à 34,5, faites un taille 6. Allez pas tabler sur une taille inférieure. Elle est vraiment très très ajustée. J'ai pas de photo là encore de moi la portant. J'en ferai une pour vous montrer. Bon, j'arrive à bouger, heureusement, hein, parce que j'aurais été un petit peu déçue si je pouvais pas la mettre et pas bouger. J'ai essayé, j'ai mis les bras comme ça pour voir si j'étais pas trop gênée. On sent que ça tire, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas la mettre quand si vous faites un gros festin. Mais c'est vraiment une robe qui est super ajustée. Si je referai d'autres modèles pas de la Dahlia, mais des patrons de chez Colette, parce que j'en ai plusieurs. Je regarderai au niveau du buste et de la taille si c'est un modèle qui est ajusté ou pas. S'il est très ajusté, je pense que je ferai une toile juste pour le buste pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'était mes conseils pour la robe Dahlia, que je conseille quand même parce que c'est vraiment une très jolie robe et qui fait assez élégant quand même. Althea, tu peux te taire un petit peu s'il te plaît, mon petit cœur. Je vais venir tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends là. Elle est un petit peu usante. Donc, ça c'était pour la partie couture. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie thé et je vais faire très très vite parce que je suis déjà presque à 1 heure. Et je vais vous parler vite fait donc de l'abonnement Chakari Club du mois de juillet, dont le thème était pique-nique à la plage. J'aime beaucoup le visuel du petit livret. Et donc au niveau des thés que j'ai reçu enfin les vacances, donc du thé vert saveur fraise pêche, sangria, du thé noir saveur orange sanguine, évasion tropicale, du thé blanc exotique, à la belle étoile, une infusion saveur mangue passion, et l'invité surprise. Alors là c'était quelque chose de très curieux, une infusion à la saveur de tomate et de thym. Bizarre hein, comme infusion. Au niveau des cadeaux, il y avait des pailles, 4 pailles. J'en ai plus parce que les chats me les ont piquées pour jouer. Et il y avait aussi une cuillère à thé, cuillère doseuse. C'est pas celle que j'avais que j'ai eu avec l'abonnement parce que j'en avais déjà 2, donc j'ai offert celle que j'ai reçue à ma mère. C'est super pratique. Vous avez une dose pour une tasse ou un mug à peu près. Et c'est moins pratique quand c'est du thé blanc par exemple, parce que les feuilles sont plus grandes. Mais pour du thé noir par exemple, ou du rooibos ou une infusion, enfin infusion ça dépend, faut pas qu'il y ait trop de gros morceaux dedans. C'est génial au niveau de la taille. Donc après, au niveau des infusions, j'ai pas vraiment eu d'infusion préférée ce mois-là. Bon, je laisse de côté l'infusion, l'invité surprise là, qui est quand même un truc un petit peu particulier. Mais pour celles qui ont uniquement avec du thé,
Et ah oui, à la Belle Étoile, je l'ai pas goûté en fait, avec les morceaux de pommes et tout. J'ai pas eu le temps de le goûter encore. Mais les 3 au thé, je pourrais pas vous dire lequel est mon préféré parce que franchement, je les ai tous trouvés super. Et très appropriés, je dirais, pour la saison. Donc sangria, le thé noir. Donc thé noir de Ceylan, enfin, d'Inde du Sud, de Chine. Il y a des fleurs d'hibiscus, des écorces d'orange, de l'arôme naturel, des fleurs de souci, des fleurs d'oranger, avec une saveur orange sanguine. Honnêtement, l'orange sanguine, vous la sentez et c'est super bon à boire. Je l'ai testé que chaud au petit déjeuner. Il m'en reste beaucoup parce que j'en ai bu 2 ou 3 tasses uniquement. Je me la réserve pour quand je vais reprendre le boulot parce que je sais que je n'aurai pas encore reçu l'abonnement du mois d'août. Donc j'aurai pas grand chose, enfin si j'aurais des choses à boire, il n'y a pas de souci, mais je veux le garder pour le boulot. Après, enfin les vacances, donc du thé vert de Chine Sencha avec des chips de banane, l'arôme naturel, des fleurs de tournesol, des tranches de fraises, des morceaux d'ananas, des morceaux de pêche avec une saveur fraise, pêche. Au niveau odeur, ça a une forte odeur de fraise. Par contre, au niveau goût, c'est la pêche qui ressort. C'est quelque chose d'hyper frais, de léger, très très agréable. Je l'ai testé en version chaude et en version froide. Les deux versions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Franchement, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Ensuite, Évasion tropicale. Donc du thé blanc Pemtan, du thé vert de Chine Sencha, des écorces d'orange, de l'arôme naturel, des morceaux d'ananas, des morceaux d'abricot, des fleurs de souci, avec une saveur exotique. Donc un thé blanc, donc très léger au niveau goût. On sent bien les saveurs exotiques, pas mal l'abricot aussi. Pareil, je l'ai goûté en froid et en chaud et j'ai bien aimé aussi. Ces 3-là, franchement, je les ai trouvés super. Je pourrais pas vous dire lequel est mon préféré sur les 3. Vraiment génial. Donc, à la Belle Étoile, que je n'ai pas encore goûté, je pense que je vais le tester en froid. En chaud, ça me dit trop rien. Donc, ce sont des morceaux de pommes, il y a du raisin, de la betterave rouge, des morceaux de carottes, de l'arôme naturel, des fleurs de souci, des morceaux de mangue, des fleurs de bleuet rouge. Ouais, moi je le vois plutôt bleuet, mais... Ah non, il y a du... Il y a quoi? Voilà, je le vois bleu, il y a du bleu. Donc bleu et rouge, je sais pas trop. Avec une saveur mangue passion. Donc j'ai pas goûté, je peux pas vous dire. Je le testerai froid. Et puis le dernier, donc l'invité surprise. Un mélange bien curieux. Composé de tomates séchées, de thym, de plantain lancé au lait, de poivre noir, de basilic, de tulsi tranché, de fleurs de bleuet rouge, de fleurs de bleuet bleu. Là, il y a bien du bleu, il n'y a pas de souci. Et d'herbes de blé moulues avec une saveur tomate. Enfin, dans le livret, il conseille de s'en servir pour préparer du taboulé, par exemple, du quinoa. Donc moi, je l'ai testé avec de la semoule. Donc en fait, il faut faire infuser ce mélange. Ça a bien l'odeur du thym une fois que c'est infusé. Après, vous mettez l'eau que vous avez recueillie donc, avec l'infusion sur vos céréales. Et puis, vous préparez vos céréales comme d'habitude. Donc pour moi, c'était de la semoule. Donc j'ai mis mon eau aromatisée, on va dire. Et puis chaude sur ma semoule, je l'ai laissé gonfler et puis après je l'ai mangé comme ça. Et honnêtement, il y a vraiment une odeur de thym, de tomate. C'est super sympa. Je vais l'essayer, j'ai envie de l'essayer avec dans la cuisson des pâtes. Je me dis que ça peut être sympa aussi. Vous savez, au lieu de mettre un bouillon cube, mettre ça. Et je dis ça peut être ça ou avec du riz aussi. C'est curieux mais sympa. Je pense pas que ça se boive comme ça.
je vais dire juste en infusion, en tout cas ça me dit trop rien, mais à tester. Et puis ouais, un petit truc disons que c'est une surprise agréable, on va dire, un petit quelque chose qui était assez sympa. Voilà, donc je suis désolée Alexandra si tu écoutes ça pour la partie Chakai Club, parce que j'ai fait très vite, mais j'ai dépassé les 1 heure et je voudrais pas que ça m'éternisait plus longtemps. Donc voilà pour la partie thé. Donc j'arrive à la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait une très longue partie couture. La prochaine fois, il y en aura sans doute moins, parce que il me reste, comme je vous disais, une semaine de vacances que je vais plus consacrer au filage. Donc je suis pas sûre d'avoir de la couture à vous montrer la prochaine fois. À moins que je me lance un petit peu dans le patchwork. Le patchwork, c'est quelque chose de différent, donc on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous serez encore au rendez-vous la prochaine fois. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent encore. Ne vous désespérez pas, les vacances arrivent bientôt. Et puis, bon tricot, bonne couture, bon filage. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye!